Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. En 1888, Émile Zola, l'un des plus grands écrivains français, l'auteur de Germinal, du Bonheur des Dames, de La Curée et de l'Assommoir, a 48 ans. Il est riche et célèbre, mais vous l'ignorez peut-être, il est aussi un vieux monsieur. Il est notamment beaucoup trop gros. Il pèse plus de 96 kilos pour 1,72 m et son tour de taille atteint 1,20 m. Comme il souffre, selon la terminologie qu'on utilise à l'époque, de dilatation gastrique, il s'essouffle rapidement et parfois il s'endort sur une page commencée. Avec les années, Zola s'est laissé aller, il s'est empâté et sans s'en rendre vraiment compte, il a pris un gros coup de vieux. Aux yeux de tous, il semble un homme comblé par la gloire, alors que lui-même se demande s'il n'a pas raté sa vie. C'est à ce moment-là qu'une jeune femme, une certaine Jeanne Rosereau, entre dans sa vie. La jeune Jeanne Rosereau va donner à Émile Zola, qui approche de la cinquantaine, les enfants qu'il n'a jamais pu avoir. Elle va ainsi bouleverser le cours de son existence. Mais Madame Zola va-t-elle laisser son mari vivre comme il l'entend une double vie ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode, à écouter en 2 parties. Première partie, un vieux ménage sans histoire. Le 31 mai 1870, à la mairie du 17e arrondissement de Paris, Émile Zola épouse Alexandrine Mellet. 18 ans plus tard, ils forment un ménage plutôt harmonieux et complice, où chacun éprouve pour l'autre une affection sincère. Ils se donnent de gentils petits surnoms, un petit peu mièvres, Mimi, Loulou chien, Loulou chat. Mais ils sont typiquement l'un de ces couples que l'absence d'enfants fait vieillir prématurément. Ils ne l'ont pas choisi, ils en sont très malheureux, mais il a fallu se faire une raison. Alexandrine a maintenant 49 ans. La seule perspective qui s'offre à ce ménage, c'est de suivre sans heurts jusqu'au bout son train-train quotidien. Le problème avec Alexandrine, c'est qu'elle a toujours mal quelque part et passe de plus en plus de temps au lit. De quoi souffre-t-elle au juste ? Mystère. Crise d'asthme, rhumatisme, crise d'angoisse, dit l'Académie. Mais ne s'agirait-il pas plus simplement d'une forme de dépression ou une culpabilité liée à l'absence d'enfant ? Car elle-même a bien eu une fille, il y a 20 ans. Mais avec Émile, il n'y a pas eu moyen. La stérilité d'Alexandrine attrista définitivement sa vie commune avec Émile Zola, malgré leur affection et leur complicité. Alors auprès d'Alexandrine, Zola commence à s'ennuyer un peu. Son ménage entre lentement mais sûrement dans la crise de la cinquantaine. C'est la période des regrets, de la lassitude, du renoncement. Sa femme le croit comblé par la gloire, alors que lui-même se demande s'il n'a pas raté sa vie. Il a peur de vieillir, il est frustré, il a le sentiment que le travail a dévoré sa vie. Dans ses lettres, il raconte son corps qui s'en va. Il dit éprouver le besoin d'être aimé. Du jour au lendemain, Zola décide de se reprendre en main. En novembre 1887, il entreprend un régime alimentaire qui exclut le vin, les alcools et les féculents. En 3 mois, il perd 14 kilos. Et la minceur le fait paraître bien plus jeune. Hélas, la crise de la cinquantaine chez Alexandrine ne se traduit pas par une reprise en main, mais au contraire par un grand laisser-aller. Dans les mois où son mari est au régime, elle prend 6 kilos, alors qu'elle frôlait déjà les 80 kilos pour la même taille que lui. Au moment même où il se sent plus fringant et mieux dans sa peau, sa femme semble avoir renoncé à séduire et reste clouée au lit par des malaises inexplicables. En mai 1888, Alexandrine décide d'embaucher une lingère et femme de chambre. Elle s'appelle Jeanne Rosereau. C'est une jolie femme aux cheveux noirs, aux yeux clairs, à la taille très fine. Et surtout, elle a 21 ans. Alexandrine l'emmène à Médan, dans les Yvelines, où Émile et elle ont une maison de campagne qu'Émile appelle sa cage à lapins.
Alexandrine a éprouvé d'emblée une sympathie particulière pour Jeanne, sans doute parce qu'elle se retrouve en elle. Elle aussi était lingère dans sa jeunesse, chez sa tante Marguerite. Et puis, comme elle, Alexandrine est orpheline de mère et a souffert du remariage de son père avec une marâtre. Jeanne est discrète, efficace, c'est une perle. Et Alexandrine est enchantée de cette nouvelle employée qu'elle emmène avec elle pour passer les fêtes à Royan. Zola, lui, est en pleine forme. Ses amis ne l'avaient jamais vu aussi heureux depuis des lustres. Plus que jamais, il surveille son poids, qu'il note soigneusement tous les matins sur un petit carnet. Il se fait coiffer, tailler la barbe, et troque ses vieilles redingotes contre de beaux costumes sur mesure. Il parcourt la campagne à bicyclette. Il est méconnaissable. Quelques semaines plus tard, au retour des vacances, alors que Jeanne donnait entière satisfaction à sa patronne, elle demande son congé. Alexandrine n'y comprend rien et se montre très déçue. Ce qui se trame dans son dos est pourtant d'une très grande banalité. Saisi par le démon de midi, Émile Zola a couché avec la bonne. Cela se passe le 11 décembre 1888. Plus tard, il couchera aussi ses impressions sur le papier, en faisant dire au docteur Pascal, son double dans le roman éponyme. Il avait une faim dévorante de cette jeunesse, de cette fleur de chair si pure et qui sentait si bon. À partir de là, plus question pour Jeanne Rosereau de faire le ménage, bien entendu, et pris comme un collégien. Émile Zola l'installe non loin du domicile conjugal, dans un petit appartement au 66 rue Saint-Lazare, au coin de la rue Blanche. Alexandrine ne se doute de rien. Elle va tout ignorer de cette histoire pendant 3 ans, alors que tout Paris ne bruise que de cela. Et pour cause, tout à son bonheur, Zola n'hésite pas à s'afficher en compagnie de Jeanne dans les cabarets parisiens. Goncourt, l'un des chroniqueurs mondains de l'époque, fait même courir le bruit qu'Émile se fait, je cite, restituer des forces amoureuses par des piqûres chez le célèbre docteur Brown Segar, avant d'aller rue Saint-Lazare présenter ses hommages à Jeanne Rosereau. Vous l'aurez compris, Zola est fou d'elle. Il la couvre de bijoux, lui offre les services d'une femme de chambre et d'une cuisinière, lui fait donner des leçons de piano. Bref, le vrai quinca, bien installé dans la vie, chouchoutant une amoureuse béate d'admiration devant lui et de 27 ans sa cadette. C'est d'une originalité. Pendant ce temps-là, Alexandrine, Madame Zola, poursuit son train-train quotidien. Que son mari soit métamorphosé ne semble pas la surprendre. Elle constate seulement qu'il travaille un peu moins, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Mais elle est un peu à la traîne. Ses migraines et ses sautes d'humeur sont de plus en plus fréquentes. Elle devient chaque jour plus grincheuse. Et même si l'on en croit Goncourt, encore lui, tout à fait acariâtre. Elle avait l'aigreur qui s'infiltre dans la voix d'une poissarde qui va bientôt vous engueuler. Émile Zola est condamné à mener une double vie, ce qui n'est pas facile à assumer car il respecte sa femme. Mais rien ne saurait plus gâcher son bonheur, car il vient d'apprendre de la bouche de Jeanne une nouvelle formidable. Il sera bientôt père. Le 20 septembre 1889 naît Denise Rosereau, le premier enfant d'Émile Zola et de Jeanne Rosereau. C'est Zola qui a choisi ce prénom Denise, qu'il avait donné à l'héroïne de son roman Au bonheur des dames. Et pour pouvoir être le plus souvent possible auprès de Jeanne et de leur fille, il choisit de situer son roman suivant, intitulé L'Argent, rue Saint-Lazare. 2 ans plus tard, lui vient un fils dont la naissance donnera lieu à un épisode bien connu. Comme il doit partir en voyage dans les Pyrénées avec Alexandrine, au moment même où Jeanne était censée accoucher, Émile Zola demande à son ami le poète et romancier Henri Séhard de l'informer du sexe de l'enfant par une annonce dans le Figaro. Ils ont tout prévu. Séhard doit faire écrire « Faisan » pour un garçon et « Faisane » pour une fille. 2 heures après l'accouchement, Séhard court donc au Figaro avec un petit texte à la main sur lequel on peut lire « Faisan bien arrivé ». Jacques
naît le 25 septembre 1891. Comme sa sœur aînée, il est déclaré de père non dénommé. La double vie de Zola suit son long fleuve plus ou moins tranquille jusqu'au 10 novembre 1891, jour où quelque âme bien intentionnée dévoile le poteau rose à Alexandrine par une lettre anonyme. Pensez que cet homme dont elle a partagé la vie depuis 28 ans, dont elle n'a jamais douté un seul instant, qu'elle a toujours soutenu, toujours aimé, en qui elle a toujours cru et pu lui mentir pendant 3 ans. 3 ans et 2 enfants. Comme l'auteur de la lettre anonyme a pris soin de lui indiquer l'adresse de Jeanne, Alexandrine se précipite rue Saint-Lazare, tambourine à la porte, se fait ouvrir. Une fois à l'intérieur, elle cherche fébrilement les lettres de Zola qu'elle trouve dans un secrétaire et brûle sur le champ. Puis les insultes fusent. Emportée par sa colère, Alexandrine aurait même menacé Jeanne de la tuer ainsi que ses enfants. Ulcérée, humiliée, elle s'imagine qu'elle est depuis 3 ans la risée de tout Paris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Alexandrine Zola n'est pas une épouse trompée comme une autre. Une Adèle Hugo, par exemple, épouse de Victor Hugo, se savait trompée par son mari, mais au moins était-elle la mère de ses enfants. Or, la seule raison sociale d'Alexandrine, c'est d'être Madame Zola. Sentimentalement, psychologiquement, socialement, de la tête aux pieds, elle est Madame Zola. C'est pourquoi sa réaction va bien au-delà de celle d'une femme trompée, écrit Évelyne Bloch-Dano dans Madame Zola. On s'en doute, le malheureux Émile dut passer un mauvais quart d'heure ce soir-là. S'il n'y avait pas ses enfants, peut-être aurait-il été capable de renoncer à Jeanne, car malgré son infidélité, il reste tout dévoué à Alexandrine. Il lui est très attaché, il a besoin d'elle. Tous deux en ont mangé de la vache enragée dans leur jeunesse, et en quasiment 20 ans de mariage. Comment l'oublierait-il ? Mais il vient de découvrir à 50 ans le bonheur d'être père et n'est pas prêt à y renoncer. Les mois qui suivent seront très difficiles pour tout le monde. Alexandrine épie les moindres faits et gestes d'Émile, le questionne sans cesse et surveille son courrier. Émile, lui, ne peut plus venir aussi souvent qu'il le souhaiterait voir Jeanne et ses enfants. Il se lamente. Ma femme est devenue folle. Et c'est vrai, les scènes de désespoir auxquelles s'abandonne Alexandrine sont tellement violentes qu'Émile doit faire capitonner les murs de leur chambre pour étouffer ses cris. Si tu l'entendais hurler, écrit Émile à Jeanne Rosereau. Je ne la reconnais plus. Elle m'insulte, me soumet à des interrogatoires. Je l'ai même vue se frapper. L'année 1893 commence d'une étrange façon. Alexandrine demande à Émile de lui faire rencontrer ses enfants. Jeanne accepte, car elle pense que si Madame Zola les rencontre, elle cessera peut-être de les considérer comme une sorte d'entité ennemie. Mais alors que les choses auraient pu s'arranger doucement, la crise entre les époux Zola va soudain atteindre son paroxysme avec la publication dans la série des Rougon-Macquart du Docteur Pascal, une transposition romanesque par Zola de sa propre histoire avec Jeanne. Il y est question d'un médecin âgé de 59 ans qui a consacré sa vie à son travail et a oublié d'aimer. Il tombe éperdument amoureux de sa nièce âgée de 25 ans et sa vie bascule. Au fil des pages, Alexandrine a tout loisir de découvrir par le menu les ébats amoureux de son mari avec Jeanne, et rien ne lui est épargné. Corps jeune et frais, peau soyeuse, joie de la virilité retrouvée, allongement fin de son corps, jambes fuselées, éternel désir à étreindre. Le 28 juin 1893, Zola écrit « J'en rêve de cette tresse si tiède et qui sent si bon. Eh bien, cette nuit, je l'avais sur mes lèvres, et elle me parfumait tout entier, et j'étais comme baigné dans tes cheveux vivants. » Et comme si voir son infortune étalée dans un roman n'était pas suffisant, Alexandrine se reconnaît à la fois dans le personnage de la marâtre, qui envoie une lettre anonyme pour dénoncer la liaison de son fils, et dans le personnage de Martine, la fidèle domestique du docteur, désespérément amoureuse de lui depuis toujours. Autrement dit, dans ce roman, elle ne joue que les mauvais rôles, la méchante, la domestique, l'amoureuse évincée.
de la part d'Émile, c'est d'une indélicatesse effarante, d'autant qu'il a le culot de dédier ce livre à sa mère et à Alexandrine. Quelle impudeur, quelle goujaterie! N'aurait-il pas pu épargner à son épouse le récit détaillé de ses turpitudes? En l'occurrence, on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'est comporté comme un tout petit monsieur. Heureusement, Alexandrine n'eut jamais sous la main l'exemplaire très spécial du docteur Pascal, dédicacé par Émile à Jeanne, car elle aurait instantanément sorti au mieux son rouleau à pâtisserie, au pire un pistolet. À ma bien-aimée Jeanne, qui m'a donné le royal festin de sa jeunesse et qui m'a rendu mes 30 ans en me faisant le cadeau de ma Denise et de mon Jacques, les 2 chers enfants pour qui j'ai écrit ce livre, afin qu'ils sachent en le lisant un jour combien j'ai adoré leur mère. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire, consacré à la double vie d'Émile Zola. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. À très bientôt. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. En 1888, Émile Zola, l'un des plus grands écrivains français, il est l'auteur de Germinal, du Bonheur des Dames, de La Curée et de l'Assommoir, a 48 ans. À la ville, il est riche et célèbre, et dans l'intimité, il mène une vie de couple tranquille, celle d'un vieux ménage sans histoire avec son épouse Alexandrine. Jusqu'au jour où une jeune femme, une certaine Jeanne Rosereau, entre dans sa vie. Elle va lui donner 2 enfants. Mais Alexandrine finit par comprendre qu'elle a été trompée. Pour Émile Zola, l'heure des choix a sonné. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Seconde partie. Coco, Faisan et Bonne Mie. Quand est publié le Docteur Pascal, le dernier ouvrage de la série des Rougon-Macquart qui s'inspire de l'histoire entre Émile Zola et sa jeune maîtresse Jeanne Rosereau, Alexandrine entre dans une telle fureur qu'elle décide de quitter Zola séance tenante. Bon, on peut la comprendre, mais si Zola ne veut pas renoncer à sa vie de famille, il réalise qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas non plus vivre sans son épouse. Il est bien temps de s'en rendre compte. Alors, pour qu'elle renonce au divorce, pour éviter que le scandale ne devienne public, il accepte de vivre à nouveau en résidence surveillée. En juillet 1894, il écrit « Je ne suis pas heureux. Ce partage, cette vie double que je suis forcé de vivre, finissent par me désespérer. J'avais fait le rêve de rendre tout le monde heureux autour de moi, mais je vois bien que cela est impossible. » Pourtant, avec le temps, Alexandrine va se faire à l'idée de ne plus être la seule femme dans la vie d'Émile. Après tout, elle reste Madame Zola. C'est elle qui partage la gloire de son mari, alors que Jeanne et les enfants restent dans l'ombre. Les honneurs, c'est elle. Les enfants, c'est Jeanne. Voilà un modus vivendi acceptable. Émile Zola, lui, se partage entre ces 2 foyers. Dans un premier temps, quand Jeanne et les petits sont à Cheverchemont, la maison qu'Émile a achetée pour eux non loin de Médan dans les Yvelines, là où il a lui-même une propriété, les enfants voient peu leur père qui doit se contenter de les apercevoir discrètement en utilisant des jumelles. Imaginez! Mais à partir de 1895, et avec l'accord d'Alexandrine, il vient prendre tous les jours le thé chez ses enfants. Il n'a plus besoin de se cacher. Dans ses lettres, Alexandrine demande même maintenant régulièrement des nouvelles des 2 enfants, Jacques, surnommé Coco, et Denise, surnommée Poulet. Sans doute une forme de culpabilité a-t-elle aidé Alexandrine, qui elle-même n'a jamais donné d'enfant à Émile Zola, à accepter cette situation. Toujours est-il que, petit à petit, ses enfants, Coco et Poulet, lui deviennent chers. Elle leur apporte des cadeaux de ses voyages, entre dans leur vie,
et gagne leur affection. Les enfants l'appellent bientôt « Bonne Mie » et ils la considèrent un peu comme une vieille tante ou une marraine. Ce faisant, Alexandrine reconquiert sa place auprès de Zola mieux que si elle s'était enfermée dans le refus ou la dépression. Compromis, tolérance, acceptation lui permettent de respecter la règle du jeu à trois, dont chacun est à la fois le gagnant et le perdant. Écrit Evelyne Bloch-Dano. Si la situation se normalise plus ou moins, jamais Émile Zola ne vivra vraiment avec ses enfants, à l'exception de 2 mois en Angleterre, durant l'exil auquel l'ont condamné ses prises de position courageuses dans l'affaire Dreyfus. Pour son entourage, ce sont des années vraiment difficiles. Le fameux article « J'accuse », publié dans l'Aurore le 13 janvier 1898, article dans lequel il dénonce la machination dont a été victime le capitaine Dreyfus, lui attire une haine inimaginable. Il reçoit des lettres de menaces et d'insultes par centaines. On manifeste contre lui en brandissant des pancartes « Zola à la potence !» ce qui fera dire à Clémenceau, sortant du procès Zola en février 1898, alors que ce dernier vient d'être condamné: « Si Zola avait été acquitté, pas un de nous n'en serait sorti vivant. » Émile Zola est condamné pour diffamation. Il est radié de l'ordre de la Légion d'honneur. Et il doit donc s'exiler en Angleterre où il restera jusqu'en juin 1899. 3 ans plus tard, le 29 septembre 1902 au matin, alors que les Zola étaient revenus la veille de leur propriété de Médan, tous les deux sont retrouvés inanimés dans leur chambre. Durant la nuit, ils ont été intoxiqués à l'oxyde de carbone. On tente désespérément de réanimer Zola, dont le corps est encore chaud quand les médecins arrivent sur place. Peine perdue. Émile Zola est mort. Il avait 62 ans. Par quel miracle Alexandrine a-t-elle survécu ? Eh bien parce que contrairement à son mari tombé par terre après avoir tenté d'ouvrir une fenêtre, elle est restée inerte dans son lit et de ce fait a inhalé des concentrations de gaz toxiques bien inférieures. Ironie du sort, dans plusieurs de ses livres, Zola décrit des morts par étouffement. Depuis qu'enfant, il avait été victime d'une fièvre typhoïde qui s'était portée sur la gorge. Il avait connu cette sensation d'étouffement et en avait la hantise. Sa propre mort est semblable à celle de l'un de ses personnages, et pas n'importe lequel, le docteur Pascal. L'enquête conclura que c'est la cheminée qui était défaillante. Mais sachez que cette affaire connaîtra un rebondissement spectaculaire des années plus tard, puisqu'un fumiste, du nom de Henri Buron-Fosse, je dis un fumiste, mais on parlerait plus volontiers d'un ramoneur de nos jours, eh bien cet homme qui aurait appartenu au milieu anti-dreyfusard les plus extrémistes, s'est accusé sur son lit de mort d'avoir bouché la cheminée des Zola. Ce Buron-Fosse avait de fait beaucoup de relations dans les milieux d'extrême droite. Il connaissait notamment Marcel Habert, le bras droit de Paul Déroulède, et Jules Guérin, le fondateur de la Ligue antisémite. Mais ceci est une autre histoire. Après sa mort, la dépouille d'Émile Zola est embaumée car Alexandrine est toujours hospitalisée. Il faut attendre qu'elle se remette avant d'envisager des funérailles. Zola disparu, Alexandrine aurait pu s'approprier ce grand mort. Mais elle n'en fait rien. Elle fait immédiatement prévenir Jeanne et ses enfants. Au moment de fermer le cercueil, alors que l'un de ses proches lui demande si elle souhaite que l'on ajoute une photo de Coco et Poulet, Alexandrine demande que l'on y ajoute aussi une photo de leur mère. Les obsèques d'Émile Zola ont lieu le 5 octobre. Une foule considérable s'est massée pour rendre un dernier hommage à l'écrivain. Venus de Denain, dans le Nord, des mineurs accompagnent le convoi en scandant d'une voix sourde « Germinal », comme une revendication, une menace et un hommage. Ce jour-là, parmi les personnes présentes dans la foule, il y a aussi Alfred Dreyfus. Anatole France, lui, prononce à propos d'Émile Zola cette magnifique phrase qui entrera dans l'histoire. « Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. » Alexandrine, elle, n'aura pas le courage de se montrer à cette cérémonie.
Pas davantage Jeanne et ses enfants d'ailleurs, mais pour une toute autre raison évidemment. Ils restent la famille cachée du grand écrivain, et plus que jamais, ils doivent rester dans l'ombre. Pourtant, ils sont bien présents ce jour-là. Ils sont juste perdus dans la foule, anonymes. Pour Denise, qui a 13 ans à l'époque, ce sera un moment très pénible qu'elle ne pourra jamais oublier. Revenons à Alexandrine. Quand Émile Zola meurt, elle a encore de belles années devant elle. Elle vivra d'ailleurs encore 23 ans. Va-t-elle faire le choix de couper les ponts avec sa rivale, Jeanne ? Tout au contraire. Elle va la prendre sous son aile et leurs liens vont même se resserrer. Une troisième famille va se former, l'épouse, la maîtresse et les enfants. Moins de 2 mois après la mort d'Émile Zola, elle invite Jeanne et les enfants à venir déjeuner chez elle. Par la suite, Jeanne et elle correspondront beaucoup. On a conservé 90 de leurs lettres échangées entre 1903 et 1913. Ces lettres sont pleines de « chère madame », mais on s'y embrasse affectueusement. À chaque fois qu'est organisée une cérémonie en hommage à Zola, Alexandrine y convie Jeanne. Sur le plan matériel, comme Zola n'avait pris aucune disposition pour son second foyer, Alexandrine aurait parfaitement pu laisser tomber Jeanne et ses enfants. Au lieu de cela, elle leur verse une rente tous les 3 mois. Du vivant d'Émile, elle et lui avaient toujours dépensé sans compter, mais avec l'affaire Dreyfus, ils avaient soudain dû faire face à de gros frais de justice et à la mévente des livres d'Émile. Certes, Alexandrine a toujours des revenus confortables, mais c'est loin d'être la richesse, et aider Jeanne et ses enfants constitue pour elle un réel sacrifice. Elle devra se séparer d'une partie de la collection d'œuvres d'art de Zola. Mais quand Jacques sera atteint d'une tuberculose osseuse, les 2 femmes se soutiendront mutuellement. Cette épreuve fera d'elles des amies, liées à la fois par leur amour pour un même homme, mais aussi par leur amour partagé pour les enfants. D'ailleurs, quand Alexandrine parle dans ses lettres de Denise et Jacques, elle écrit « nos enfants ». Et au moment du mariage de Denise, le faire-part annonce « Madame Émile Zola et Madame Rosereau ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur pupille et fille, mademoiselle Émile Zola. » Comme le prénom de Denise n'est pas mentionné, on a l'impression que c'est Alexandrine qui est sa mère et non Jeanne. Ah, si seulement Zola avait pu voir ça. Finalement, dans toute cette histoire, le vrai drame d'Alexandrine Zola, ce n'était pas seulement de ne pas avoir eu d'enfant avec Émile Zola, c'est aussi d'avoir eu dans sa jeunesse une fille qu'elle avait dû abandonner à l'assistance publique parce qu'à l'époque, les filles mères étaient mises au banc de la société. Elle avait voulu échapper à ce destin et rencontra Zola à ce moment-là. Bien des années plus tard, elle tentera de savoir ce qu'était devenu l'enfant en question. Mais elle apprendra qu'il était mort quelques semaines après sa naissance. Sa fille aurait-elle survécu si elle s'était occupée d'elle ? Cet abandon sera la blessure qu'Alexandrine portera toute sa vie. Elle sera rongée par le remords, par ce sentiment de culpabilité qui ne la quittera jamais et qu'elle somatisera par des malaises récurrents. Voilà sans doute pourquoi, après la rage, la jalousie, le sentiment d'injustice, elle en vint finalement à considérer les enfants naturels de Zola comme les siens. Quelle noblesse de cœur et quelle intelligence de la part de cette femme! Car enfin, aurait-elle mieux fait de se draper dans sa dignité de veuve, de mépriser Jeanne Rosereau qu'elle dominait par sa position sociale et son intelligence, et de passer les dernières années de sa vie seule, confite en dévotion dans la mémoire d'un cher disparu qui n'aurait appartenu qu'à elle ? Au lieu de cela, Alexandrine Zola a eu l'intelligence de pardonner et de tendre la main à Jeanne, grâce à quoi elle vécut entourée d'affection. En 1906, c'est elle qui lance la procédure auprès du Conseil d'État pour que Denise et Jacques puissent prendre le nom de Zola. En 1907, un décret officiel les y autorise enfin. L'année suivante, Alexandrine et Jeanne assistent ensemble à l'entrée de Zola au Panthéon. Avant sa mort à 47 ans, le 22 mai 1914, des suites d'une opération bénigne,
Jeanne aura eu la joie d'être 2 fois grand-mère de 2 petites filles, Aline et Violaine, les filles de Denise. Elle est enterrée dans le petit cimetière de son village natal de Côte-d'Or, Rouvres-sous-Meilly. Dans la tombe, on sait qu'elle porte le premier bijou que l'écrivain lui avait offert, un collier de 7 perles, écrit Jérôme Garcin. Malgré leur différence d'âge, vous l'aurez donc compris, c'est Alexandrine qui survécut à Jeanne. C'est donc elle qui devient une seconde mère pour les enfants Zola. Et elle-même disparaît d'une congestion cérébrale à l'âge de 86 ans le 26 avril 1925. Elle lègue ses biens pour moitié à Denise et Jacques et pour moitié à l'assistance publique. Au fait, sachez que dans son testament, elle fait en sorte que ce soit eux qui héritent des droits d'auteur de leur père. Et elle ajoute, comme une sorte de revanche posthume sur son cher mari, qui dans toute cette histoire lui en avait quand même fait voir de toutes les couleurs, que Denise et Jacques se souviennent qu'ils sont Zola par moi, non par leur père. Et toc. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.